Bonjour les amis, bienvenue en direct depuis les Francopholies, depuis les coulisses des Francopholies, mais pas les coulisses de la chanson, les coulisses du climat. Qu'est-ce que le climat a à faire avec les Francopholies? Tout simplement, c'est un festival archi-citoyen depuis la première heure, qui a souci d'un certain nombre de questions fondamentales. On peut venir écouter la musique ici, nourrir son cœur, nourrir son âme, mais il faut aussi nourrir sa connaissance de la planète pour mieux la respecter. Tout un village est consacré et dédié, qui s'appelle Francocéan, avec un certain nombre d'animations. Vous le voyez sur les images ici de Maxime, et puis un certain nombre de conférences. Et moi, je suis heureux que La Rochelle vous ait invité à cette occasion-là. Gilles Boeuf, bonjour Gilles. Bonjour. Voilà. Oh, écoutez, et puis vous connaissez La Rochelle et vous l'aimez. Oui, bien sûr, je vais souvent, oui. Voilà. Gilles Boeuf est un éminent personnage dans le domaine du climat, mais dans le domaine en même temps de l'histoire, de la géologie. Il connaît les mouvements de la planète depuis longtemps. Il a participé au plan international, au plan national, gouvernemental, à un certain nombre de commissions. Il a été directeur pendant des années du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et puis, il est en compagnie de quelqu'un de précieux dans nos régions, le patron du bassin Adour-Garonne. Alors, vous savez que la France est divisée en un certain nombre de zones d'influence pour ce qui est des eaux, versants. Et Guillaume Choisy est le patron du bassin Adour-Garonne. Bonjour Guillaume. Bonjour Denis. Bon, dites-moi les amis, deux en un, ça va être compliqué, mais non, ça va être simple. On va d'abord faire l'eau. Cette année, on disait, oh là là, sécheresse chaque année, cette année ça va, et puis pas de sécheresse du tout, on n'a jamais autant bu d'eau, mon pauvre Latasse. Comment on peut réguler? On régule, les sols régulent, la nature s'est régulée si effectivement elle est entretenue, si on donne les conditions pour qu'elle puisse le faire. Après, ce que nous avaient dit les scientifiques, c'est que l'incidence du changement climatique, c'était des phénomènes extrêmes, parfois beaucoup d'eau, et parfois des longues sécheresses. Ça ne veut pas dire parce qu'on a beaucoup d'eau actuellement et on a encore des débits abondants, qu'on n'aura pas une sécheresse peut-être en début d'automne, y compris en début d'hiver. Ce que nous prédisent l'avenir, c'est quand même des périodes effectivement où on va manquer d'eau. Globalement, on aura moins de précipitations sur le bassin, dû aux influences marines, pas dû au changement, parce que le cycle de l'eau reste ce qu'il est. Par contre, on a aujourd'hui sur l'influence du sud-ouest une raréfaction de l'eau avec des phénomènes extrêmes. Quand ça va tomber, ça va être très abondant, avec beaucoup d'eau, probablement beaucoup plus d'inondations que ce qu'on a connu, et les périodes effectivement avec beaucoup moins d'eau dans les sols, beaucoup moins d'eau dans les rivières, et pour le coup une dégradation de la qualité de l'eau. Donc l'idée de pouvoir disposer de nappes phréatiques qui finalement un jour s'équilibrent, se régulent, etc., ça il faut oublier, on sera dans les écarts que vous évoquez, ou trop, ou pas assez. Il y aura quelques années avec des nappes bien remplies, mais la majeure partie du temps, malheureusement, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, elles seront moins remplies. Ces nappes elles vont moins bien se remplir avec le changement climatique. Parce qu'une nappe, pour qu'elle fonctionne bien, il faut que l'eau rentre doucement dans l'eau. C'est plutôt les pluies d'ailleurs d'octobre, novembre, des périodes où on en a de moins en moins, qui font qu'effectivement le sol se remplit en eau, se gorge en eau et descend dans la nappe. Donc on va avoir plus de difficultés effectivement à remplir les nappes du sol. Ça se voit pas, mais ça se traduit par un assèchement des sols et des difficultés pour les agriculteurs à rendre les terres plus productives, des difficultés aussi pour nous pour mieux exploiter ces nappes-là. Est-ce que Guillaume, sur l'ensemble des départements que vous couvrez, que couvre le bassin Adour-Garonne, il y a des territoires un peu plus capricieux, un peu plus chaotiques dans le rapport à l'eau? Ah oui, cette année, c'est colossal la différence entre la Charente ici, où vous êtes sous l'eau de façon très abondante, et on a le Cosméjean, l'Ariège, l'Aude, avec la Pyrénées-Orientale, qui sont très médiatisées, où on n'a pas eu d'eau pratiquement. On a eu une centaine de millimètres entre juillet l'année dernière et début avril. C'est rien, c'est extrêmement faible. On avait des sols secs comme en plein hiver dans le Cosméjean cet hiver. Gilles, vous courez la planète en quête des grands mouvements du climat, et les incidences sur les mouvements du sol. On n'arrêtait pas de nous dire ça va être la catastrophe, on va monter à 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés. Aujourd'hui, Opel, il fait bien froid. Et puis en matière d'eau, non seulement il n'y a pas de raréfaction, mais ça va finir par donner raison à des gars comme Trump. Vous devez faire le grand écart, vous, dans vos colloques internationaux. Parce que ces gens-là confondent toujours météo et climat. Là, j'écoutais Guillaume à l'instant. Ici, trop d'eau. Chez moi, en pays catalan, on n'a pas d'eau. Alors, il l'a dit. On a 2 ans sans eau. Heureusement, on a eu 2 fois 50 mm là. Tout a changé. Ce qui veut dire qu'on est sur une période sur une zone qui se produisent avec beaucoup d'eau et pas d'eau. C'est très gênant pour le monde agricole et pour le monde économique. Donc, il faut surtout pas, effectivement, c'est toucher aux nappes qu'on évoquait à l'instant. Et surtout, ce qu'il faut bien avoir une chose, c'est qu'on continue à mettre les mêmes saletés partout autour de nous. Or, dans une période de raréfaction de l'eau, quand les débits, la Garonne, il y a 2 ans, un tiers du débit, 29 degrés, eh bien ces produits se concentrent et donc sont plus toxiques. Donc là, il y a vraiment le grand écart à faire entre ce climat qui change, il faut être vraiment fou pour dire qu'il ne change pas, et bien sûr aussi les activités humaines. Pourquoi est-ce qu'on est en inondation?
Guillaume l'a suggéré. Qu'est-ce que fait le vivant, la nature? Quand il pleut beaucoup, pas beaucoup, il a ses zones humides. Une zone humide, c'est une éponge qui se remplit tout doucement lorsqu'il pleut, qui garde son eau et qui la restitue petit à petit. Et l'humain a fait des autoroutes, il a fait des aéroports, il a fait des parkings, il a fait des centres commerciaux avec des sols qui sont imperméabilisés. Rappelez-vous l'eau de chez nous, hein, 1 mètre à l'heure lors d'une inondation il y a 2 ans. Donc c'est là que l'humain doit s'arrêter un peu, réfléchir et se dire je ne peux pas perturber en permanence ces cycles. Il y a des grands cycles, hein, on les vit en ce moment, de l'eau, pas assez d'eau. Le seul qui sache faire, c'est le vivant. Le vivant, c'est gérer le trop d'eau, gérer le manque d'eau, la distribution de l'eau, la répartition de l'eau. Nous, on ne sait pas faire, hein. On met d'eau dans des camions citernes pour amener de l'eau à Barcelone, ça n'a pas de sens. Hein. 1 litre d'eau, c'est 1 kilo. Donc imaginez au coût énergétique que ça représente. Quoi. Donc c'est là que l'humain doit réfléchir à tout ce qu'il fait pour arrêter d'imperméabiliser nos sols. Et pour finir, en fait, ce qui me gêne beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on dit la nature est résiliente, elle va se débrouiller. Oui, et là je parle autant d'océan, puisqu'ici on est à La Rochelle, hein, que de continent. En fait, le vivant sait faire quand il reste du vivant. Si on continue à tuer le plancton de l'océan, à surpêcher, à polluer, à détruire le littoral, et au niveau des sols, à contaminer nos sols, le vivant ne saura pas faire. Un sol tout seul sans vivant, il ne sait pas faire. Un océan sans vivant, il ne sait pas faire. Donc gardons ce vivant avec nous. Et ensemble, il faut reconnaître, on ne bouffe que du vivant et on ne collabore qu'avec du vivant. Je vous ai entendu dans les colloques, et ça interpellait les gens chaque fois, vous disiez, la planète c'est de toute façon 70-80% de l'eau. Mais en même temps, l'eau elle est en circuit fermé sur la planète. Ça veut dire qu'à un moment, quand on voit que l'eau disparaît d'ici, ça ne veut pas dire qu'elle disparaît de la planète. On la retrouve ailleurs et on a toujours de toute façon, à l'échelle planétaire, la même quantité de flotte, sauf qu'un coup elle est là. Tout à fait. Et puis n'oublions pas que l'eau actuelle sur la Terre, en fait, elle n'est pas si abondante que ça. Hein. Elle est sur la superficie, c'est l'océan. 97% de la flotte, elle est salée. Et ça, on ne sait pas l'utiliser, ni pour le monde agricole, ni pour élever un bébé humain ou bien un poulet. Hein. Donc ça veut dire que là, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on est. Je pense que le principal problème, je me rappelle un colloque au Japon il y a 10 ans qui m'a beaucoup plu, qui s'appelait Water the Forgotten Molecule. L'eau, la molécule oubliée. On a oublié qu'on était flotte. Un bébé qui naît, c'est 3 quarts de flotte. Alors, quand un paysan me dit, je peux pas me passer d'eau pour faire du maïs, oui, mais on peut pas élever un bébé humain sans eau non plus. Donc dans la réflexion qu'on évoque là, il faut qu'on s'arrange tous pour gérer ça beaucoup mieux. Ah, Guillaume, vous êtes dans une région très active au plan agricole, au plan industriel, au plan touristique, au plan de l'habitat. On arrive à faire la part de tout ça pour faire en sorte que chacun ait un peu raison, mais pas complètement non plus, parce que la vérité, elle se partage. Oui, ça fait partie du rôle des instances, des agences de bassin, c'est de pouvoir avoir une concertation sur les actions à mettre. Et aujourd'hui, quand on explique, le tout, c'est de bien expliquer les enjeux. Quand on explique les enjeux, il n'y a pas de difficulté à trouver des solutions et à les trouver sur le territoire. Il suffit d'être un peu pragmatique et de trouver des solutions qui sont adaptées à chacun des territoires. Il n'y a pas de solution nationale ou internationale qui nous permettrait de tout régler en coup de baguette à magique. Avec le vivant, ça n'existe pas. Chaque milieu réagit différemment, chaque milieu a ses réalités, a ses sols, à sa biodiversité, à son vivant. Et c'est ça ce qu'il faut adapter. C'est des solutions qui soient adaptées à chaque territoire. Mais ça nécessite d'avoir un minimum de connaissances scientifiques qui est fondamental, mais aussi avoir une capacité à les remettre en perspective à l'échelle territoriale et à se les impliquer. Voilà les amis, eh bien, écoutez, c'est le moment pour eux d'aller prendre la scène. En tout cas, vous avez vu, c'est une bonne annonce d'un sujet qu'on pourra traiter avec nos amis. C'est les sommités dans le domaine. Gilles Boeuf, merci. Guillaume Choisy, merci encore. Donc si on manque d'eau en Charente, c'est de votre faute, c'est que vous en tirez trop en bas du côté de Toulouse. Hein. Merci Gilles. À bientôt, merci. À bientôt les amis, voilà, en direct depuis le parc consacré à l'environnement, à l'intérieur des Francopholies, c'est Franco-Océan, un village avec un tas d'activités pour les enfants, pour les adultes, l'art de trier ses déchets, l'art de gérer l'eau, l'art de gérer l'énergie, et tout ça dans une ambiance extrêmement bon enfant, extrêmement sérieuse, en tout cas c'est notre vie à nous, et voilà. La musique n'empêche pas le reste, les deux se nourrissent. À bientôt les amis sur DLR TV.